Alors qu'Avatar de feu et de cendre approche à grands pas, je suis assez sidéré de voir qu'en l'espace de 3 ans, Avatar 2, La Voix de l'eau, n'a suscité que des critiques et des analyses que je trouve relativement creuses. Et ça concerne autant le positif, qui se concentre souvent sur le côté bande démo technique spectaculaire, que le négatif, qui aime ressasser la trop grande simplicité supposée de son histoire. Et il est temps de corriger ça. Bonjour à tous, c'est Antoine, et bon, vous le savez, Avatar, c'est ma croix, ma bannière, mon fils, ma bataille. Et pour que vous compreniez où je me positionne, Avatar 2 est pour moi l'un des plus grands films de ces dernières années, voire de la décennie, rien que ça. Et pourtant, depuis sa sortie en 2022, je reste sur ma faim en ce qui concerne mes lectures sur le sujet, qui me semble pour beaucoup être très en surface. Comme il paraît que le mieux c'est d'être le changement qu'on veut voir dans ce monde, je me suis dit que ça serait pas mal de décortiquer le film de James Cameron. Et à vrai dire, ça me semble pas mal de le faire par le prisme essentiel de l'analyse cinéma, l'outil numéro 1 du médium qu'on tente à oublier de plus en plus, sa mise en scène. Mais ok, avant ça, parlons un instant du scénario d'Avatar 2, puisque c'est souvent son écriture qui engendre le plus de virulence. Et puis vous verrez, ça se connectera avec ce que j'aurai à dire après. Ce qui est beaucoup reproché à Avatar 2, c'est que son scénario suit une trajectoire assez similaire au premier film. C'est à nouveau un récit d'aventure, d'initiation et de découverte de Pandora, et sa première partie s'amuse à rejouer des scènes du premier volet, voire à reprendre à l'identique certains plans. Cette fois, c'est Miles Quaritch, le méchant du premier film ressuscité, qui apprend à vivre dans un corps de Na'vi, en retraçant un parcours héroïque et mythologique similaire à celui de Jake Sully dans Avatar 1. Bon, déjà, on peut prendre en considération la dimension méta de cette répétition, puisqu'Avatar 2 a débarqué 13 ans après le film original. James Cameron devait renouer avec la sensation d'émerveillement qu'avait suscité Avatar, et trouver un équilibre entre la redécouverte d'un terrain connu et la promesse d'une évolution. Au fond, Cameron avait développé en 2009 la porte d'entrée parfaite vers le futur du cinéma numérique, au travers d'un corps en bout de course, celui de Jake, contraint de renaître dans une anatomie virtuelle, sans pour autant perdre son âme. Elle était là la promesse de la performance capture et de l'immersion de Pandora. Garder l'humain dans le lissage parfait de l'image de synthèse. Et derrière ces thématiques anticolonialistes et écologistes, Avatar est avant tout un film sur la renaissance d'une vision. L'aventure, et par extension le cycle du héros, qui se traduit dans toutes les mythologies si l'on en croit Joseph Campbell, c'est peut-être moins une question de domination d'un monde que sa compréhension. Une compréhension qui passe par l'immersion que le film demande à ses personnages, mais surtout à ses spectateurs. C'est pour ça qu'il faut déjà sortir de cette assertion réductrice selon laquelle Avatar 2 ne raconterait rien. J'ai même envie de dire qu'elle démontre parfaitement le propos de Cameron. Il est nécessaire de rappeler la valeur de ce regard émerveillé parce qu'il est facile de l'oublier. Bien sûr, il y a déjà l'urgence écologique concrète qu'évoque la saga. On pouvait trouver ça un poil naïf dans le premier Avatar, mais je pense surtout qu'il se voulait encore pédagogue sur ces problématiques. Dans Avatar 2, c'est fini. L'humanité est de retour parce qu'elle a officiellement foutu la Terre en l'air, et le sauvetage de cette planète numérique vierge implique une résistance totale et sans concession. Je l'avais déjà évoqué dans une vidéo où je comparais l'utilisation du numérique entre Mufasa le roi lion et Avatar 2, et je vous y renvoie. La tragédie larvée d'Avatar, c'est que la perfection de son monde numérique n'est pas là pour nous déconnecter du réel. Au contraire, la tangibilité de ces matières et leurs interactions sont là pour connecter Pandora à ses inspirations venues de la vraie vie. On ne peut malheureusement pas plonger dans l'univers d'Avatar. Et James Cameron a bien conscience de cette frustration quand les lumières de la salle de cinéma se rallument. On ne peut pas sauver Pandora, mais on peut sauver notre vrai monde, pour peu qu'on veuille le voir. Et c'est là que la répétition d'Avatar 2 raconte quelque chose de fort. En choisissant d'adopter plutôt le point de vue des enfants de Jake et Neytiri, Avatar 2 nous ramène vers la pureté de la première fois, vers une forme de naïveté à laquelle est également confronté Quaritch. En marchant dans les traces de Jake avec son nouveau corps, il confirme plus que jamais qu'il est moins son négatif que son double. Lui aussi a l'opportunité de comprendre ce qu'est Pandora, de percevoir sa dimension holiste. A l'inverse, même si Jake a une nouvelle fois le privilège de la voix off, James Cameron en fait le protagoniste dont le point de vue est clairement erroné. Le héros d'avant a vieilli, et même s'il partage à ses enfants le sens de la curiosité qui était le sien dans le premier film, il est aussi entravé par ses propres biais. Lui qui a appris à s'adapter à Pandora n'accepte pas vraiment que d'autres puissent se découvrir comme lui, à commencer par son fils Loak. Jake veut garder de manière égoïste la force mythologique de son parcours, et le retour des humains réveille ses pires travers de militaire. Il traite ses enfants comme des soldats, et son rôle de père de manière assez réac. The father protects. It's what gives him meaning.
Mais Cameron ne lui donne pas raison, bien au contraire. Le propos d'Avatar 2 se trouve là. En fuyant chez le peuple des Metkayina, Jake rejette ses responsabilités face à la catastrophe en cours. Il retourne à un individualisme dépassé, où la famille serait la seule communauté qui compte, tendance Fast and Furious. Et ce discours-là, qui s'est beaucoup imposé dans le blockbuster occidental ces dernières années, suppose non seulement une méfiance envers ce qui ne composerait pas ce corps familial, mais aussi le rejet aveugle de problèmes qui ne concerneraient pas directement cette famille. Jake permet à Avatar 2 d'interroger nos œillères et l'égoïsme rampant qu'imposent nos sociétés occidentales face au désespoir du désastre écologique. Et la conclusion du film, c'est qu'au bout d'un moment, on est toujours rattrapé dans notre fuite par ces problèmes qu'on a cru pouvoir planquer sous le tapis, ce que symbolise la mort du fils de Jake, Neteyam. En allant piocher dans des écosystèmes et des inspirations qui ont toujours un ancrage dans le réel, James Cameron et ses équipes amplifient l'universalité mythologique de Pandora. Dans Avatar 2, on peut relier les Tulkun à des sortes de baleines, et on ne dira jamais assez à quel point Payakan est le meilleur personnage de cinéma de ces dernières années. En tout cas, il y a une séquence où Loak entre dans sa bouche et se connecte à lui pour comprendre son tragique passé. Et moi, forcément, cette séquence me fait penser au mythe de Jonas. Jonas, il est missionné par Dieu de se rendre à Ninive et d'annoncer la destruction de la ville si ses habitants ne se repentent pas. Mais Jonas préfère fuir vers Tarsis en bateau avant qu'une tempête ne l'amène à être avalé par un gros poisson ou une grosse baleine selon les versions pendant 3 jours et 3 nuits. Il prie, finit par être recraché et se rend à Ninive parce que visiblement Dieu n'aime pas trop la notion de consentement. Cameron a toujours été brillant pour réinterpréter et mixer des récits fondateurs, mais Avatar 2 le fait au travers d'une mosaïque plus désenchantée, faisant de Jake, de sa descendance et du réalisateur lui-même au fond, des annonciateurs de l'apocalypse, comme Jonas, qui rejettent leurs responsabilités jusqu'à ne plus pouvoir. La répétition d'Avatar 2, c'est aussi ça, le cycle perpétuel de nos mythes ancestraux et par extension, la nécessité d'une passation. Dans le film, ce sont les enfants qui apprennent aux parents à voir de nouveau, ce qui donne un sens particulier à la fameuse phrase matricielle d'Avatar « Je te vois ». I see you. Si Avatar 2 nous réapprend à voir, ça tient en partie à son usage de la technologie. Et il y a un truc que j'ai toujours trouvé très intéressant là-dedans. Le terme CGI a acquis dans pas mal de cas une connotation péjorative, parce que les effets visuels sont l'un des signes les plus évidents d'une industrie qui ne sait plus décider des choses sur un tournage. À l'heure où tout peut être manipulé, voire corrigé en post-production, il y a cette sensation terrible d'être trop rarement en face d'images qui ont été réfléchies dans leurs effets visuels. Là où le paradoxe est intéressant, c'est qu'Avatar n'a rien de réel, et pourtant Cameron emploie les outils du numérique pour assurer un contrôle total de ces images et mettre en valeur ce qui se passe sur le plateau avec ses acteurs. L'idée n'est pas seulement d'avoir le bac à sable le plus imaginatif possible, où la performance capture libérerait de toute contrainte extérieure le jeu des acteurs. C'est le cas, mais Avatar 2 devait aller plus loin que le rendu parfait d'une performance dans un corps numérique. Ce qui compte au fond, c'est le réalisme des interactions entre ces corps numériques et l'environnement. À l'époque du premier Avatar, la scène où Jake échappe au Thanator en sautant d'une cascade avait dû être réalisée en dry for wet, c'est-à-dire que vous simulez le fait de nager, mais dans le vide. Cette même technique a été envisagée un temps sur Avatar 2, mais James Cameron a tenu au final à ce que ses équipes créent des outils capables d'enregistrer la performance capture sous l'eau, ce qui est très difficile à cause des bulles d'air ou encore de la réflexion de l'eau. Je vous renvoie pour ça au making-of du film, mais en gros, l'immersion d'Avatar passe avant tout par ce réalisme des gestes en accord avec l'environnement. Pantomime is your enemy. You want them to have real behavior, real effort. The more the world pushes back against the actor, the more the environment or the other creatures pushes back against the actor, then it starts to feel real to them. Ça peut sembler évident, mais de cette façon, le film finit par nous faire oublier le naturel avec lequel les corps s'ancrent dans ce monde. Et ça vaut aussi pour les caméras virtuelles, qui évitent des mouvements qui défieraient la gravité. Après tout, le cinéma est un art du mouvement. Et Avatar 2 n'oublie pas que c'est ça, sa grammaire première de cinéma. Et les gestes racontent beaucoup de choses dans La Voix de l'eau. Ils permettent de percevoir le quotidien de la culture Na'vi, de montrer comment les enfants de la famille Sully apprennent à maîtriser la nage et la plongée, mais surtout, ils deviennent des points de scénario beaucoup plus discrets que n'importe quel dialogue surexplicatif. L'exemple que je préfère et qui me terrasse à chaque fois concerne Jake. Durant l'attaque du train au début du film, il retrouve Neteyam après une explosion et craint que celle-ci l'ait tué. En tant qu'ancien marine, son premier réflexe, c'est de retourner son corps à la recherche d'une plaie ou d'un projectile qui l'aurait traversé. Et tel un mauvais présage, ce même geste revient à la fin du film,
et cette fois condamne définitivement son fils. Le gros plan qui suit ne fait qu'accentuer tout le désespoir du père, qui sait qu'il est trop tard. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire d'un film, ça n'est jamais que son scénario. Et à vrai dire, dans le cas d'Avatar 2, ses critiques les plus sévères ne parlent pas vraiment de son scénario, mais de son intrigue, ce qui n'est pas la même chose. L'intrigue, c'est juste la suite d'événements qui permet au récit d'avancer. Son squelette, en somme. Mais l'intrigue n'est jamais l'histoire. C'est juste qu'à l'heure actuelle, où des studios et surtout des plateformes demandent à ce que l'élément perturbateur soit calé au bout de 10 minutes maximum pour pas que le spectateur aille scroller sur TikTok, l'écriture à Hollywood est devenue très mécanique. Et elle suppose, par ce manque d'attention généralisée, que chaque scène d'un film doive bêtement servir à faire avancer l'intrigue. Ce qui bien souvent ne permet pas vraiment de se sentir investi dans le parcours des personnages ou dans leur univers. James Cameron a le mérite de faire l'inverse. De ne pas nous prendre pour des moutons atteints de troubles de l'attention parce qu'il veut qu'on vibre avec Pandora. Et ça passe par ce sens du détail, où le scénario dépend beaucoup des trouvailles de la mise en scène, d'une expression faciale, d'une lumière sur une plante, ou que sais-je. Je ne prétendrai pas que le scénario d'Avatar 1 ou 2 est compliqué. Mais justement, il évite le problème de l'explicationnite aiguë si chère à un Hollywood qui se prend parfois beaucoup trop au sérieux, et il n'essaie pas de surintellectualiser l'universalité mythologique qu'il dépeint à partir de sa planète imaginaire. C'est parce qu'il croit au pouvoir de sa mise en scène et à sa myriade de détails qu'il lui donne une complexité supplémentaire. Et ça, Cameron en parlait déjà à l'époque du premier Avatar, où la 20th Century Fox voulait couper les scènes de vol en Ikran entre Jake et Neytiri sous prétexte qu'elles ne faisaient pas avancer l'intrigue. And they were complaining about the flying scenes. Why does this flying scene go on so long? You've already proved the point, it doesn't advance the narrative, it doesn't advance the character. I said you're right on every count, you've ticked every box, like a good studio executive. But guess what? I want to see it. And I extrapolate from that, and Stanley Kubrick was a firm proponent of this principle. If I want to see it, my cognitive leap is there are going to be lots of people that want to see it and want to see it for itself, not for its purpose. Because there is a purpose to the things you want to see. The purpose is to be present, to be in that world, to be enjoying what's happening, to sustain a feeling. So those flying scenes actually did have a big purpose. That's when Jake and Neytiri fell in love. J'aime beaucoup cette expression qu'il emploie, soutenir une émotion, la faire durer dans le temps. Quand je parlais de l'importance des gestes et de cette réalisation qui accentue les interactions des corps avec l'environnement, c'est parce que l'histoire d'Avatar 1 et 2 se trouve là, dans la biosphère de Pandora. C'est bien le réceptacle que représente la planète qui est son cœur émotionnel. C'est pour elle qu'on se projette dans la petite fenêtre qu'ouvre pour nous l'écran de cinéma, et c'est pour elle que se posent toutes les questions philosophiques, militaires et écologiques de la saga. Pour le coup, je me dois de citer la géniale chaîne YouTube Like Stories of Old, qui l'a formulé de la meilleure des manières. L'histoire d'Avatar, c'est son monde. Maintenant se pose la question, comment on le filme, ce monde? Eh bien déjà, on vous le montre avec un maximum de clarté. Avatar et surtout Avatar 2 choisissent majoritairement d'utiliser des focales avec une grande profondeur de champ, pour que le décor ou les personnages en arrière-plan soient visibles et incitent votre regard à scanner l'image. Et c'est loin d'être anodin, surtout à une époque où le look cinéma semble de plus en plus se définir par l'usage de focales longues qui compressent l'espace et scindent le premier plan de l'arrière-plan. Ce flou artistique a évidemment sa valeur, mais on va pas se mentir, c'est aussi bien pratique quand vous faites des films sur fond vert et que l'incrustation méticuleuse de vos acteurs dans le décor risque de demander beaucoup trop de travail. Dans la méthodologie actuelle d'Hollywood, l'usage de la longue focale et du flou d'arrière-plan tend à se systématiser. Et pas forcément pour les bonnes raisons. James Cameron l'utilise, mais à des moments charnières et stratégiques, quand il veut vraiment nous plonger dans l'intimité des personnages, sonder leur psyché et révéler leur vulnérabilité. Cette question de la profondeur de champ, elle soulève un autre problème de la concurrence. Et c'est la platitude générale des compositions de cadres. Forcément, la longue focale et le flou d'arrière-plan, ça cache la misère quand vous peinez à construire la tridimensionnalité de votre image. Ça peut faire de jolies cartes postales bien aplaties, mais ça s'arrête là. Quand on parle de la qualité de la 3D stéréoscopique des films Avatar, ça ne vient pas seulement du fait qu'ils aient imposé des standards techniques dans le domaine. La mise en scène de James Cameron propose toujours plusieurs couches par plan, sans forcément avoir besoin de surcharger l'image pour autant. Mais l'idée, c'est de vraiment matérialiser, inconsciemment pour le spectateur, le côté holiste de Pandora.
tout se connecte et incite surtout à conduire votre regard vers le sujet d'un plan, sans oublier pour autant les à côté, qui donnent au film sa qualité immersive. De toute façon, c'est bien simple, là où la plupart des blockbusters galèrent à proposer un avant-plan et un arrière-plan correct, Avatar 2 a très régulièrement des plans avec minimum 3 couches. Quelques exemples non exhaustifs. Et enfin, peut-être mon préféré de tout le film. Mais tout ça est épaulé par autre chose. Et c'est la compréhension virtuose que le cinéma de James Cameron a de la perspective linéaire. La perspective linéaire, c'est le modèle dominant depuis la Renaissance en ce qui concerne la création et la perception d'une profondeur dans une image. Pour créer de la perspective, il faut envisager une vision conique du point de vue du spectateur, ou plus simplement, comment les lignes parallèles d'une image sont vouées à ne plus rester parallèles, à se regrouper dans le lointain. C'est ce qu'on appelle les lignes de fuite, qui se rejoignent à un point de fuite. Bon, ça c'est la base, et comme au poker, l'important c'est pas les cartes, mais ce que vous en faites. C'est pas une science exacte, ça. James Cameron, il aime bien une mise en scène assez oblique. L'utilisation de lignes pour amener votre regard vers le fond d'un plan ou d'un côté à l'autre pour le pousser à rester actif. Les lignes de fuite les plus simples à percevoir dans n'importe quel art visuel, c'est souvent celles qui dépendent d'architecture humaine, avec des lignes bien droites. Dans La Voie de l'eau, le retour des humains et de leur construction sont pas mal présentés dans la première partie du film, ce qui aide à la compréhension de ce langage, comme avec ce train qui crée un sacré effet de 3D grâce à la perspective des rails, ou encore la visite de la base de la RDA, qui est la méga corporation d'Avatar, pas l'Allemagne de l'Est. Dans ce plan, par exemple, tous les éléments de bâtiment créent des lignes de fuite qui convergent vers Quaritch et la General Ardmore, qui constituent le point de fuite principal, ce vers quoi votre regard est conduit. Et en même temps, certaines parallèles sont mises en valeur pour laisser une ouverture pour vos yeux, sous-entendre la largeur terrifiante de la base vers un autre point de fuite. Mais c'est aussi pratique pour voir un petit détail qui a caché James Cameron, un appel à vous abonner à Écran Large. Parce qu'il est comme ça, James. Il aime les médias indépendants qui vont vraiment en profondeur sur l'analyse de l'actu et de la critique cinéma. Et pour qu'on puisse continuer à vous offrir ce type de contenu gratuitement, le mieux c'est de prendre un abonnement sur notre site qui vous donne accès à quelques contenus exclusifs, en plus de recevoir la bénédiction d'Ewa, ou au moins la mienne, ce qui est déjà pas mal. Pour en revenir à Avatar 2, le film amène bien sûr à voir des lignes de fuite ailleurs que dans l'horreur de la manufacture humaine. Il y a la beauté de la nature avec ses architectures naturelles, ou tout simplement le positionnement des corps. Quand la famille Sully part de la forêt et déclenche le nouveau chapitre de son épopée, vous avez ce plan que je trouve absolument magnifique. D'un côté, la présence de Jake au premier plan en fait logiquement le sujet principal, ce qui est aidé par les lignes de fuite que génère son Ikran. Mais il y a un deuxième point de fuite, le soleil, qui non seulement traduit la puissance de ce voyage vers le lointain, mais remet aussi au centre de l'équation la place de Pandora dans la mise en scène. Alors, je vous incite à jouer à ça chez vous, ça marche sur pratiquement tous les plans sur plus de 3 heures de film. Bon, évitez juste de tracer des lignes au marqueur sur votre télé, je ne pourrais pas en être tenu responsable. Mais je me fais plaisir avec un dernier exemple, qui reflète comment Cameron réfléchit à plusieurs compositions de cadres en une dans un plan en mouvement. Parfois, vos lignes de fuite sont à l'extérieur du cadre, notamment si votre ligne de fuite principale est une ligne d'horizon avec un point de fuite à chaque extrémité. C'est le cas dans ce plan où Kiri est allongé dans l'herbe. Simple, efficace. Mais l'épaule et le bras du personnage créent subtilement une autre ligne qui, oh surprise, va pile dans la direction d'où va émerger Spider à l'arrière-plan. Et ça les enfants, c'est ce qu'on appelle de la mise en scène. Mais c'est aussi révélateur de ce que je disais plus tôt. En étant focalisé sur la place des corps dans l'espace, James Cameron en fait souvent les points de fuite, ou des éléments qui conduisent des lignes de fuite. Je parlais plutôt de vision conique, vers la profondeur d'un plan. Mais James Cameron aime également tracer des cônes dans ses images, grâce à la taille de ses personnages et leur position dans le plan, qui crée certains rapports de perspective. Le plus bel exemple étant cet angle au moment de la mort de Neteyam, avec les membres de sa famille autour de lui. Le cône se resserre sur lui, le sujet de la scène, tout en permettant à nos yeux d'aller observer autour les expressions faciales des autres personnages. Et cette spatialisation claire permet ensuite au film de zoomer sur Jake, Neytiri ou Loak de manière très organique. Ça, c'est quelque chose qu'a toujours très bien fait le western. Placer stratégiquement les corps pour définir les rapports de force, mais aussi les enjeux d'un genre intégralement tourné vers l'Amérique, comme terre à défricher, à défendre, ou à coloniser. Ça va tout de suite un peu plus loin dans la filiation stylistique que de juste dire « Oh Avatar, c'est un simple remake de Danse avec les loups avec des schtroumpfs ».
Ce que je veux montrer à travers tous ces exemples, c'est que les grands cinéastes savent toujours façonner votre regard pour les besoins du film que vous êtes en train de voir. Cameron, il prône deux choses. D'une part, la fluidité d'un découpage finalement assez discret. Vous n'allez pas avoir de plan séquence qui fait des loopings ou d'effets de style criard. Il tient à ce que la caméra virtuelle soit régie par la gravité de Pandora. D'autre part, cette discrétion permet d'accepter plus facilement des contrastes d'échelle ou des raccords qui pourraient sembler plus extrêmes chez d'autres. Mais par cette clarté et cette lisibilité constante des sujets d'une image, parce qu'il y en a rarement un seul chez Cameron, on apprend à être attentif, voire à chercher activement. Et je pense que les meilleurs réalisateurs ont tendance à vous donner plus ou moins consciemment une note d'intention dans les premières minutes d'un film. Et pour Avatar 2, ça tient en 3 plans. Le premier retour d'un avis dans La Voie de l'eau, c'est ce gros plan sur Neytiri derrière des feuilles. Bon, déjà, c'est une citation au plan d'introduction de Neytiri dans le premier Avatar, qui troque cette fois sa verticalité pour un mouvement horizontal. Et puis, on va pas se mentir, c'est aussi pour Cameron le moment logique pour bien flexer sur la qualité des textures et de la performance capture pour ne plus avoir à le faire plus tard. Puis, on passe à un plan poitrine, où Neytiri se rapproche de la caméra et où sa flèche crée un effet de jaillissement qui nous rappelle pourquoi la 3D c'était cool quand c'était bien fait. C'est évidemment un retour aux sources, un rappel de la force de frappe du premier film. Sauf qu'au moment de bander son arc, il y a une gêne qui nous amène au plan suivant, un plan américain qui nous révèle qu'elle est enceinte. À ce moment-là, le film joue sur la rétention d'informations par le cadrage. C'est bien le geste que veut nous inculquer James Cameron. Prendre du recul, oublier l'effet waouh et sa prouesse technologique, et s'ouvrir à tout ce qui entoure les personnages, pour vraiment comprendre les subtilités de l'univers. Il n'a pas besoin de vous forcer ou de vous le dire par un dialogue. C'est juste là, et c'est peut-être à cause de ça qu'il y a, à mes yeux, une forme d'ingratitude envers le cinéma de Cameron. Il nous réapprend à voir sans qu'on s'en rende compte. Ça semble simple et fluide pour nous, parce que ça demande en réalité une sophistication totale de la mise en scène. Et il n'est pas seulement question de confort, mais bien de réinvention et d'innovation par les procédés technologiques de la saga. Les 3 plans dont je viens de vous parler, s'ils fonctionnent, c'est en partie grâce à un truc tout simple qu'on appelle la règle des 30 degrés. Vous connaissez peut-être plus la règle des 180 degrés. L'idée que dans une scène, si vous tracez une ligne imaginaire entre les sujets de cette scène, il faut que votre caméra reste du même côté de la ligne, pour éviter d'en perturber la lecture. La règle des 30 degrés, c'est que quand vous changez d'axe et d'échelle sur un même sujet, par exemple ici Neytiri, et qu'on imagine donc avoir un cercle théorique autour de ce sujet, eh bien il faut varier de minimum 30 degrés par rapport au plan précédent. Sinon le spectateur risque de remarquer, surtout au niveau des regards, que les 2 plans sont proches mais pas identiques, ce qui engendre souvent un inconfort et tente à se faire remarquer. Cameron est naturellement doué avec cette notion. Et il est même assez bluffant de le voir gérer des séquences avec beaucoup de personnages qui parlent, sans jamais qu'on questionne la spatialisation d'un personnage. Mais entre cet incroyable sens du détail qu'est le sien, son envie d'aller chercher ces détails dans la scénographie et les possibilités a priori sans limite du cinéma numérique, il me semble qu'il nous habitue à de nouveaux éléments de grammaire. Parce qu'au fond, la mise en scène d'Avatar 2, elle ne fonctionne pas juste sur des cercles autour de ces personnages. Elle fonctionne sur des sphères, sur une tridimensionnalité totale. Et ça se ressent particulièrement dans sa gestion des séquences sous-marines, mais aussi dans le rapport entre l'air, la surface de l'eau et les profondeurs. Avec tout l'amour que j'ai pour le premier Avatar, son climax a une pureté linéaire que je trouve à la fois très belle, mais aussi un poil limité. Vous avez la bataille dans les airs, la bataille au sol avec 2 camps définis d'un côté et de l'autre, et ces 2 dimensions ne vont quasiment jamais se raccorder, à part dans ce moment ultra épique où Quaritch saute de son vaisseau en feu avec son mecha. Le climax d'Avatar 2, pour sa part, alterne en permanence entre ces différentes strates avec une fluidité déconcertante parce que la précision des compositions de Cameron offre la possibilité à son cinéma intangible d'aller emplir chaque centimètre carré de Pandora, de pleinement s'approprier un espace en 3 dimensions. Si je tenais à faire cette analyse, ce n'est pas seulement pour rendre justice à un film qui m'a semblé être un peu trop vite pris pour acquis. Pour moi, Avatar 2, c'est un film puissant parce qu'il réveille cette part d'inconscient qu'on a tous en ce qui concerne la compréhension d'une image. Ça va avec la dimension très universelle de son scénario, qu'on peut trouver ça et là simpliste, mais Cameron nous fait suffisamment confiance pour qu'on apprenne à se laisser embarquer et immerger dans son monde. Parce que c'est aussi un apprentissage. Et ça l'est peut-être plus que jamais à une époque où les médias audiovisuels, du cinéma aux réseaux sociaux, incitent à stimuler de manière beaucoup plus éphémère notre attention. Cameron a toujours absorbé la dimension méta de ses œuvres, sans non plus en faire une donnée clin d'œil et vulgaire. Mais en revenant 13 ans après le premier Avatar,
il fallait bien remettre les pendules à l'heure, nous réapprendre à voir ce monde qui en avait fait à l'époque le film ultime au box-office. Et c'est pour ça que La Voix de l'eau est au fond un film sur la littératie, nos facultés à comprendre et à utiliser un langage. Le terme est plutôt à la base pensé pour l'écrit, mais les anglo-saxons parlent aussi de visual literacy. Et c'est primordial, parce qu'à la manière de n'importe quel autre langage auquel on est exposé, il y a des choses qu'on capte inconsciemment. Mais au bout d'un moment, il faut quand même avoir un minimum de code. Ce qui manque profondément dans une société où l'image animée est partout et ne cesse d'évoluer dans son langage, y compris sur les réseaux sociaux. Mais comme pour n'importe quoi, si personne ne nous apprend comment ça marche, ça ne peut que profiter à ceux qui sauront comment vous manipuler avec. Et le plus important là-dedans, c'est qu'on n'a pas besoin de savoir ce qu'est un travelling compensé ou une focale 18 mm. Il y a plein de choses qu'on sait de manière instinctive, parce qu'on a toujours vu des films. On sait reconnaître ce qui fonctionne ou pas. Et justement, James Cameron en a totalement conscience de cette magie-là. Et il cherche un langage commun à tous. Et perso, je trouve ça magnifique qu'il emploie son blockbuster de tous les possibles, cette fenêtre vers le futur, pour nous parler de cet apprentissage du regard et le connecter à ces thématiques sur la famille ou les considérations écologiques sur lesquelles Jake essaie de fermer les yeux. Et je tiens à préciser une chose, la littératie visuelle, ça ne veut pas dire qu'il faut constamment analyser chaque cadrage d'un film pendant que vous le regardez. Si c'est le cas, ça veut même sans doute dire que le film ne vous transporte pas et ne vous procure pas beaucoup d'émotions. Ce recul de la fabrication, il m'a fallu un paquet de visionnages d'Avatar 2 pour l'avoir. Déjà parce que Cameron arrive très bien à dissimuler sa maestria, mais aussi parce que j'ai mis du temps pour ne plus juste m'abandonner au film et à son univers enchanteur, ce qu'il faut rechercher en priorité d'ailleurs. La première fois que j'ai vu le film, je me sentais incapable d'écrire une critique dessus, tellement j'avais eu le sentiment d'avoir vécu une expérience sensorielle et émotionnelle totale. Et il m'a fallu du temps pour la décanter cette critique. Cette vidéo en est une autre preuve, parce qu'il m'a fallu de nombreuses heures pour la structurer. Alors, vous avez bien entendu le droit de ne pas aimer Avatar 2. Je fais surtout cette vidéo avec un cas qui me tient très à cœur pour montrer que tout le monde est capable de ce travail d'analyse sur un film qu'il aime. Et à l'heure où beaucoup se contentent d'une blague sur Letterboxd ou d'un tweet lapidaire, la critique et l'analyse de films doivent retrouver ce plaisir du décortiquage. Ce qu'on prône particulièrement à écran large, avec la longueur de nos critiques ou les remises en contexte dans nos vidéos. Ça n'a rien de snob, mais encore faut-il vouloir, comme Jake Sully, rouvrir les yeux. Merci à vous de m'avoir suivi dans cette vidéo. Well Nati Kamaye, putain du premier coup. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à ajouter d'autres éléments d'analyse sur Avatar 2 en commentaire si vous en avez, parce que je suis insatiable en la matière. Et si vous voulez de la théorie du cinéma encore bien vénère, je vous invite à voir ma vidéo sur Tron l'héritage où je m'attarde sur des théories d'analyse du son. Et je vous dis à la prochaine pour parler bientôt d'Avatar 3. Allez, ciao. Stop.